Je vais passer la parole donc à Nicolas Hulot, qu'il n'est pas question de présenter. Je voudrais juste en matière de présentation et faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, citer Nicolas Hulot. J'ai trouvé une phrase que j'ai trouvée très, 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 très belle. « Vaille que vaille, il faut oser l'espoir ». Et rien que pour ça, je vous remercie, et je vous remercie encore plus de nous parler maintenant pendant une petite demi-heure. Il est parti. Sympa. Quand j'étais ministre, on m'avait dit si tu ne veux vexer personne dans une assemblée, tu dis je salue cette éminente assemblée. Donc je salue cette éminente assemblée, chacun s'y retrouvera bien entendu. Tout à l'heure, dans les propos introductifs, il y a eu une citation d'Albert Camus qui littéralement dit « Les choses mal nommées ajoutent au malheur du monde ». Et c'est vrai que les mots ont de l'importance. Et moi, je ne suis pas très à l'aise avec le mot « environnement ». Parce que quelque part, il donne un côté un peu réducteur aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Il donne le sentiment que l'objectif, l'enjeu, la difficulté, la préoccupation, elle est extérieure à notre propre trajectoire. Et je crois que je profite des 50 ans aujourd'hui, peut-être pour faire un petit pas de côté ou peut-être élever un tout petit peu le regard. Ce qui nous réunit, ce qui nous préoccupe et ce qui, je l'espère, va nous rassembler, c'est ni plus ni moins l'avenir de l'humanité. Je sais que ça paraît grandiloquent de dire cela, ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est simplement un diagnostic qui a été posé. Et monsieur le maire, qui a disparu également, se contente des petits pas, et il a raison dans certains domaines. L'important, c'est de commencer à avancer pour peu qu'on ne change pas de cap. Mais par rapport aux contraintes du XXIe siècle, l'important, c'est de ne pas franchir ce cap où l'irréversible, à un moment ou à un autre, va se substituer à notre propre volonté. Parce qu'il y avait un philosophe... Il y en a deux d'ailleurs. Il y a Bergson qui disait « L'avenir est incertain parce qu'il dépend de nous ». Et puis un autre, avec un peu plus d'humour, de la Métrie, il disait « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes ». Alors on a plusieurs lectures par rapport à ces sentences. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que nous avons encore les cartes en main, que nous pouvons décider de ce que l'avenir sera. Et ça, c'est le côté... dont il faut profiter et se réjouir, parce que si un matin on se réveille et qu'on a perdu les cartes, qu'on a perdu la main, et que nous devons subir l'avenir plutôt que de le construire, là je pense que la tragédie sera universelle. Et nous sommes rentrés effectivement, d'ailleurs à leur manière, les géologues le disent très bien, dans l'ère de l'humanité, l'anthropocène. Ça veut dire ni plus ni moins que nous sommes devenus notre propre facteur déterminant. Et donc, il faut simplement en avoir conscience. Tout à l'heure, Maxime montrait par un schéma que nous venons juste de surgir dans ces 4,5 milliards d'années depuis que la Terre s'est formée, et que c'est vrai que notre présence n'est pas passée inaperçue, c'est le moins qu'on puisse dire, et tout ce qui nous a précédé avant que l'homme arrive sur cette Terre a été quand même pas mal malmené, pour employer un euphémisme, par notre présence. Et c'est intéressant parce que j'ai en face de moi beaucoup de futurs ou d'ingénieurs. Et dans le mot ingénieur, me semble-t-il, ça n'est pas un hasard, il y a le mot génie. Et c'est intéressant parce que, en réalité, nous vivons un paradoxe. Ce n'est pas le génie humain qui fait défaut. C'est que notre intelligence est mise en demeure, là, maintenant, de prendre en charge les conséquences de son trop grand succès. Nous avons au XXIe siècle à prendre en charge toutes les dettes consécutives, quelque part, au déploiement, à l'efficacité, aux conséquences, aux débouchés de l'intelligence humaine. Et c'est un moment très particulier
que Albert Einstein avait très bien anticipé par cette formule. Il disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Et mon camarade et notre camarade à Maxime, à tous les deux, et à tout le monde, Edgar Morin, le dit d'une manière un peu plus concise. Il dit « Nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillants ». Et je pense que c'est important parce que, pardon si je rentre par cette porte-là, mais je pense que c'est l'instant. C'est de se rendre compte que nous sommes menacés non pas par notre manque de puissance, par notre faiblesse. On est menacé par notre propre aveuglement. Quelque part, l'hypertrophie de la technologie dérivée de la science, qui, quelque part, et même dans beaucoup d'espaces, même s'il y a toujours eu des laissés pour compte, a eu des effets sur la santé, sur l'espérance de vie, sur la souffrance, bien entendu, qui nous ont, à juste titre, émus et séduits. Mais nous sommes maintenant à un point de bascule, pour employer la formule de Maxime, où nous devons faire franchir à l'humanité une nouvelle étape. Alors, peut-être que vous allez trouver que je m'éloigne un tout petit peu, mais j'ai cette conviction que nous nous trouvons par le hasard génétique à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité qui est soit une opportunité, soit éventuellement une difficulté. C'est d'ailleurs ce qui différencie l'optimiste du pessimiste. Le pessimiste voit une difficulté dans chaque opportunité et l'optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Parce que, quelque part, pour la première fois depuis que l'homme s'est redressé, nous sommes confrontés à un enjeu universel. C'est-à-dire un enjeu où il n'y aura que des gagnants, que des perdants. Comme le disait Martin Luther King à propos de la cause des Noirs, on est condamnés à agir, à penser ensemble, ou à tous souffrir comme des idiots. Mais depuis que la Terre s'est formée, le fameux Big Bang, d'ailleurs ça m'amuse parce que souvent je me régale des confrontations encore fortes entre les créationnistes et les darwinistes. Je me dis que c'est un faux débat parce qu'en fait, avant le Big Bang, c'est peut-être le grand timonier et après c'est Darwin. Donc chacun a sa part, mais peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis que la matière a évolué sur Terre, il y a eu deux grandes étapes dans l'évolution. La première, c'est le saut de la vie. La vie a germé. Et au passage, c'est important quand même parce que je pense que ça fait partie peut-être des préjudices de l'époque. C'est-à-dire que nous avons probablement, encore une fois, aveuglés par cette technologie, perdu à l'esprit que dans l'univers, contrairement à ce qu'on croit, la vie n'est pas la norme. Elle est l'exception. Et nous sommes l'exception et nous avons un double privilège puisque nous sommes la partie consciente de cette exception. Je dis ça parce que si la vie, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas trouvé souche ailleurs, je ne dis pas qu'un jour nous trouverons une trace, un indice, c'est parce que la combinaison de facteurs pour que la vie ait pu cheminer sur Terre est aussi improbable, comme le disait un ami mathématicien, que si j'avais une boîte avec des lettres d'imprimerie, que je la renversais là et que l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme s'inscrive sous nos yeux. Si nous pouvions juste avoir conscience de cette vulnérabilité, de cette fragilité, de cette improbabilité que la vie ait pu trouver son chemin, eh bien, je pense que nous aurions peut-être une attitude un petit peu plus respectueuse, consciente, que la vie tient à un fil. Le deuxième grand saut que l'évolution a subi, c'est le saut de l'esprit. L'homme prend conscience de lui-même. Et puis, moi, je pense que nous sommes là, face à la troisième étape, qu'il faudrait accomplir dans un temps relativement bref, dans ce siècle, c'est le saut du sens. Et c'est de cela dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Le sens.
Parce que un des drames du 19e et du 20e siècle, où tout s'est accéléré. Accéléré parce que, notamment par les énergies fossiles, tout d'un coup, nous avons démultiplié nos capacités musculaires. On a changé d'échelle, on a changé de rapport de force. L'homme est devenu une force géologique à la surface de la planète. Et puis, chemin faisant, avec notamment les ordinateurs, nous avons externalisé nos capacités, nos fonctions intellectuelles, ce qui fait qu'on est arrivé à ce stade qui pouvait prêter au doute, parce qu'on se disait, et ça a été probablement l'origine légitime du scepticisme sur les changements climatiques, l'homme, à un moment ou à un autre, est un immense perturbateur et remet en cause, sans penser à mal au début, bien entendu, des grands équilibres qui se sont forgés au cours du temps et qui remettent évidemment en question cette combinaison de paramètres qui permet à la vie d'évoluer. Et nous sommes là à cet instant. À cet instant, avec ce paradoxe. Le génie humain est sans défaut. Mais il nous manque une vision. Il nous manque une intelligence et une volonté collective. Et quelque part, cette injonction que la crise climatique ou la crise écologique nous met sur les épaules, j'ai ce sentiment qu'elle arrive à point nommé. Qu'elle arrive à point nommé parce qu'elle va nous obliger. Alors, allons-nous le faire ? De toute façon, vous savez, le monde de demain, il va être radicalement différent du monde d'aujourd'hui. Il le sera de gré ou il le sera de force. Donc, le choix, évidemment, le plus sage serait que, collectivement, nous décidions de ce monde. Mais pour décider d'un monde, encore faut-il trier dans les possibles. Choisir le monde, le modèle, la société compatible avec les réalités et les paramètres du XXIe siècle, parce que tous les chemins n'ont pas d'issue. Le chemin que nous avons emprunté depuis 150 ans, qui a eu ses bénéfices, mais malheureusement, ce chemin est sans issue. Cette phrase que rappelait tout à l'heure Maxime, qu'il faut être fou ou économiste pour penser qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie ou de physique pour comprendre qu'il n'y a pas d'issue. Et donc, nous sommes confrontés à cette réalité et nous sommes face à un rendez-vous critique. Un rendez-vous critique qui devrait, si on s'en saisit, avoir comme première vertu que dans un monde qui se divise, dans un monde qui se fragmente, j'allais dire même qui se balkanise, dans un monde avec cette culture de confrontation, cette culture de crise, peut-être que là, quand on aura bien réalisé que nous avons une communauté de destin, on va peut-être se retrouver sur ce que nous sommes à l'origine, c'est-à-dire une petite famille, une famille humaine perdue entre deux infinis. Et je ne doute pas qu'à un moment ou à un autre, nous allons le réaliser et que nous allons trouver ô combien ridicule d'avoir mijoté nos petits préjugés les uns envers les autres comme si on avait l'éternité devant nous. Mais cette crise, qui est une crise presque de civilisation, parce que je pense que se joue l'accomplissement de l'humanité, elle va aussi nous imposer à redéfinir, et c'est là où c'est intéressant d'avoir en face de moi des ingénieurs ou des futurs ingénieurs, la notion de progrès. Parce qu'il en est du progrès comme de beaucoup de notions, nous les avons perverties au fil du temps. Est-ce que le progrès, c'est simplement une addition de performances technologiques ? Est-ce que de faire les choses simplement parce qu'on sait les faire, c'est une manière de piloter son destin ? Parce qu'il y a deux principes qui nous ont guidés pendant 150 ans, principes technologiques, tout ce qu'on pouvait faire, on le fait, sans forcément se soucier de savoir si ça participe durablement à l'épanouissement humain ou à l'amélioration de la condition humaine, puis un principe économique, tout ce qu'on peut se payer, on se le paye. Et bien, je pense qu'il était temps, à un moment ou à un autre, qu'on rentre dans une période de sevrage et qu'on reprenne la main sur le destin et qu'on trie dans les possibles. Et cette injonction qui nous oblige justement à remettre les choses à plat, à redéfinir les fins
et les moyens, à redonner du sens à tout, à commencer par l'économie. Parce que l'économie, qui est quand même le modèle, en tout cas économique, et le modèle financier qui est associé, et qui s'est développé parallèlement au modèle économie, à la base, l'économie, c'est la science de la rareté, économiser. Et à la base, quand l'Organisation internationale du travail s'est formée après la Deuxième Guerre mondiale à Philadelphie, l'économie, c'était bien un moyen au service de l'épanouissement humain, comme l'entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, dans le Code civil, sa raison d'être, c'est toujours le profit. À se demander si on est vraiment en 2019. Eh bien, c'est tout cela qu'il va falloir que nous redéfinissions ensemble. Et là, nous avons une opportunité, mais une obligation, de passer d'un modèle de compétition à un modèle de coopération, d'un modèle de libre-échange à un modèle de juste échange, à redonner du sens au progrès. Et je pense que c'était nécessaire parce que je ne suis pas convaincu, au-delà de la crise écologique, que justement dans cette société de consommation, de production, de tentation, dans cette société qui est sous le joug de la tyrannie du désir permanent, nous ayons individuellement et collectivement une claire vision de l'horizon. J'avais souvent ce sentiment que nous étions un peu comme un cavalier désarçonné qui a glissé sur sa selle et qui a le pied coincé dans l'étrier et, pour faire bonne figure, qui sourit face au public. C'est ce que j'ai voulu dans un film qui a été très mal perçu il y a une dizaine d'années, signifier le syndrome du Titanic. Parce que parfois, je nous sens comme sur le Titanic. Et l'issue du Titanic, elle a été la même que l'on fut dans les classes supérieures ou que l'on fut au fond des cales. Voilà l'enjeu qui nous réunit. Un enjeu de civilisation, un enjeu de société. Mais là où les mots ont une importance, ce n'est pas un enjeu à côté des autres. Ce n'est pas une crise à côté des autres. La crise écologique, pour employer le terme générique, à l'intérieur de laquelle vous avez la crise climatique, la crise de la biodiversité, c'est la grande bataille du siècle. Parce que de cette crise dépend tout ce qui a de l'importance à nos yeux. Tous les acquis démocratiques, historiques, économiques, philosophiques, culturels, dont nous avons hérité par le combat et l'engagement des générations précédentes, peut être sapé si la crise sociale et la crise écologique se combinent. Et on voit bien qu'il y a une hypothèse de plus en plus prévisible et envisageable que ces crises se combinent et qu'à un moment ou à un autre, nous perdions notre humanité, là au sens valeur du terme. Et je dis ça aussi parce que pourquoi est-ce que je crois que cette injonction écologique, quelque part, elle est aussi bienvenue? Elle est bienvenue parce que, d'abord, elle nous appelle à un moment de conscience. Et vous savez, le drame de l'époque, c'est cette désynchronisation entre la science et la conscience. Quand la conscience émerge, c'est parce que nous réalisons trop tard que nous avons fait un mauvais choix ou que le choix que nous avons fait, ses effets nous échappent. Et il serait temps, à un moment ou à un autre, que justement on remette les choses dans le bon ordre, mais ça n'est pas facile parce que chacun voit que depuis quelques décennies, la vie s'est accélérée, le monde s'est accéléré et chacun est un peu happé comme dans un fleuve en crue. Et je peux vous dire, dans ma brève expérience politique, nous pilotons toujours dans l'urgence. Et il n'y a plus de vision. Nous sommes dans le réactif et nous ne sommes plus dans le prospectif. Et pourtant, plus que jamais, nous aurions besoin de combiner deux notions de temps, le court terme et le long terme. Et ça n'est pas si simple que ça. C'est d'ailleurs peut-être une manière pour moi, non pas d'exonérer la responsabilité politique, de nuancer un tout petit peu la difficulté de l'action politique. Parce que ce sont souvent des injonctions qui sont contradictoires. Mais cette conscience qui a émergé par l'enjeu écologique, dont la réalité vient tous les jours nous rappeler, au cas où nous aurions tendance à continuer, pendant que la maison brûle, à regarder ailleurs, on voit bien que maintenant la réalité, malheureusement, est le meilleur allié. Eh bien,
elle va nous obliger effectivement à un moment ou à un autre, le plus tôt serait le mieux, à un sursaut collectif. Et là, elle va nous obliger peut-être à ce que nos lois humaines s'inspirent des lois de la nature. Ça a été évoqué tout à l'heure abordé par Maxime, mais dans la nature, il y a un principe immuable qui a toujours été opérateur de réussite, de développement et d'évolution, c'est le principe de coopération, le principe de solidarité. Dès l'origine, les atomes se sont associés, les bactéries se sont associées. Et dans la nature, tout est coopération. Et la nature, elle ne divise pas, elle multiplie. La nature, elle ne jette pas, elle recycle, elle ne concentre pas, elle disperse. Eh bien, notre modèle économique, il serait bien temps qu'il s'inspire de ça. Parce que notre modèle économique, et c'est là souvent que, dans le propos que je tiens parfois à des interlocuteurs, souvent très intelligents, mais l'intelligence est comme une raquette, elle peut avoir quelques trous dans la grille, c'est quand je leur dis que la cause de tous nos maux sociétaux, sociaux et écologiques, c'est le modèle économique dominant, qui est un modèle qui épuise, qui est un modèle qui détruit, et qui est un modèle qui ne partage pas. Et l'argent, c'est comme le fumier, si on veut qu'il produise, il faut le répandre, il faut le disperser. Et ça, quand on dit ça, évidemment, c'est là qu'on voit que l'exercice s'interrompt. Parce que, quelque part, chacun a eu le même biberon. Ce biberon de la croissance économique, avec des flux tendus sur les matières, sur les flux énergétiques. Mais est-ce qu'un modèle économique qui épuise le substrat de l'économie, que sont les ressources naturelles et les matières premières, a une issue? Non. Parce que les mathématiques imposent, quand on puise dans des ressources finies, un optimum, et après, c'est le déclin. Mais est-ce qu'un modèle économique qui concentre la majorité des richesses dans les mains d'une minorité a une issue? Oui, tant que ça ne se sait pas. Évidemment. Mais il y a un paramètre qui a échappé à tout le monde et qui, quelque part, fait que la solidarité, dans tous les sens du terme, dans le temps, dans l'espace et avec le vivant, n'est plus une option, mais elle est une condition à la réalisation pacifique du XXIe siècle. C'est qu'il y a quelque chose qui a changé et qui change la donne et qui fait que la solidarité, qui doit être une valeur cardinale du XXIe siècle, ce n'est pas pour une question morale, ce n'est pas pour une question éthique. C'est parce que personne, dans un monde qui est connecté, mais qui n'est pas relié, ne pourra prétendre vivre en paix tant qu'il y aura de telles inégalités. Parce que la connexion du monde, notamment à travers Internet, plutôt que de gommer les inégalités, ça a eu un effet pervers, ça les a confrontés. Et à partir du moment où vous avez vu des exclus sur les inclus, à l'exclusion, vous ajoutez un élément explosif qui est l'humiliation. Et donc la solidarité n'est pas une option. Et donc si on veut un monde solidaire, il faut un monde qui protège, il faut un monde qui préserve, il faut un monde qui partage, et c'est là où l'enjeu écologique et l'enjeu économique se rejoignent. Il faut changer, ça a été dit tout à l'heure, de paradigme. Et on peut aborder ça de deux manières. On peut s'en inquiéter, mais vous savez, moi, la seule chose qui me panique, c'est quand on fuit la réalité, quand on tamise le diagnostic. Si j'ai quelque chose de grave, je veux qu'on me le dise. Je ne veux pas qu'on me le dissimule. Seule la lucidité est féconde. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'apéritif. Merci infiniment, Nicolas Hulot, de ces paroles qui vont évidemment déclencher des réactions, et elles sont faites pour cela. J'ai profité de ma place pour dire, en vous écoutant, je pensais à un petit bouquin que je conseille toujours lorsque je parle d'éthique à des étudiants, et particulièrement des ingénieurs, qui s'appelle « Cybernétique et société ». C'est un petit bouquin de Norbert Wiener, le père de la cybernétique, qu'il a écrit en 1954, je crois, et dans lequel il dit, et j'adresse toujours ça aux élèves ingénieurs,
comme message. Il a une qualité plus importante que le savoir-faire, le know-how. C'est le know-what. Et ça, c'est intraduisible en français, mais ça veut dire, en gros, rechercher le sens de ce qu'on fait. Parce qu'il dit, en fait, ce qui est important, c'est pas tellement d'acquérir les moyens d'être capable de faire quelque chose, mais c'est d'être capable de décider ce que nos buts doivent être. Et je retrouve exactement ça dans les propos que vous nous avez tenus. Alors évidemment, tout le monde n'est pas forcément d'accord, et donc c'est le moment de le dire ou de se taire à jamais. Allez-y, madame. Donc moi, je voulais juste réagir sur le changement de paradigme, et qu'une des voies, comme l'a dit, souligné aussi Maxime, ça peut être la transition démocratique, et pour relever ensemble les défis sociaux, environnementaux et économiques de notre époque, et que j'espère que ce qui se passe en ce moment avec la Convention citoyenne pour le climat va aboutir à des résultats, on verra lesquels, et que ça pourra inspirer nos politiques, inspirer les futurs élus, inspirer les candidats aux municipales, et inspirer aussi les sociétés, enfin les entreprises qui doivent elles aussi changer de paradigme. Et moi, je crois beaucoup en la transition démocratique comme mère de toutes les transitions. Je ne vois pas, je ne sais pas où vous êtes, mais... Ah, merci, madame voilà. est là. J'ai peur d'oublier après les questions. Ça vous ennuie pas, je réponds au fur et à mesure, ou vous voulez... Au fur et à mesure, comme vous voulez. D'accord, je vais répondre au fur et à mesure, parce qu'après j'oublie. On en a discuté avec Maxime de la Convention citoyenne. Je connais bien ce processus puisque ma fondation, depuis très longtemps, a travaillé sur comment on peut adapter nos démocraties aux enjeux du long terme, aux enjeux universels, et comment elle peut faire face à la précipitation du temps. L'expérience que j'ai eue au gouvernement ne m'a fait que confirmer une perception que j'avais de l'extérieur, c'est que l'exercice du pouvoir aujourd'hui se fait en permanence dans l'urgence, dans la précipitation. Je passais mon temps, quand j'étais ministre, à pester et à dire quand est-ce qu'on peut réfléchir. Et ça n'est pas une question de faculté intellectuelle, c'est que le système, avec le tempo médiatique, les réseaux sociaux, et puis le fait qu'il y a des mutations, des changements qui autrefois comportementaux ou sociétals, qui s'opéraient en plusieurs décennies maintenant, qui s'opèrent en quelques années. Et c'est là qu'on revient à cette conscience qui est à la ramasse de la science. Dans les propositions que nous portons et que je porte depuis longtemps, il y a l'idée d'une troisième chambre, pour ne parler que de la démocratie en France, qui serait une émanation du Conseil économique, social et environnemental, qui parfois produit beaucoup d'intelligence, mais qui est rarement prise en compte dans les politiques publiques. Je pense qu'il faut un lieu apaisé, documenté, qui soit la chambre du futur, c'est-à-dire comme grille de lecture le long terme, dans lequel, effectivement, et ça faisait partie de nos propositions, et juste pour la petite histoire, dans les semaines qui ont précédé la fin de la campagne présidentielle, j'avais mis à l'ordre du jour cette chambre du futur. Il n'a été repris que de cette chambre du futur l'idée de prendre des citoyens tirés au sort. Ce qui est très bien sur le principe, mais ma seule réserve, c'est que des citoyens, quel que soit, et c'est le cas, leur volonté, leur détermination, le temps qu'ils y passent, en 4 ou 5 séances de 3 jours, produire une feuille de route qui soit soumise à référendum, j'en doute un peu. Voilà. Parce qu'ils découvrent, et d'ailleurs, pour avoir discuté avec eux la semaine dernière, ils sont tombés de plein pied dans la complexité. Parce que quelqu'un disait rien n'est noir ou blanc, je peux vous dire que l'écologie, c'est l'école de la complexité. Voilà. Mais si ça doit déboucher, et j'en serais ravi, effectivement, sur le fait qu'il y ait une modification constitutionnelle du CESE, qu'on lui donne au minimum un droit de veto suspensif, et qu'effectivement les citoyens soient en permanence associés, parce que nos démocraties, elles sont un peu usées et fatiguées par rapport à ces enjeux-là. Si on n'associe pas les citoyens à la décision, si les citoyens ne comprennent pas la pertinence du changement de paradigme, et si le politique ne s'inspire pas aussi des citoyens, parce que nous sommes dans une période que je trouve un peu dangereuse, pour vous dire les choses très sincèrement. Cette défiance que le citoyen a du politique, et parfois ce clivage entre le politique et le citoyen, c'est-à-dire le politique ne s'inspire pas aussi de la créativité, de l'inventivité ou du bon sens du citoyen, eh bien, me semble-t-il, c'est dangereux.
Donc il faut absolument qu'il y ait une inspiration réciproque. Il faut que le citoyen comprenne la complexité, mais il faut aussi que le politique comprenne que dans la société civile, il y a des arbres qui poussent et que ces arbres doivent devenir rapidement les forêts de demain. Merci. Excusez-moi. Oui, je voulais juste deux remarques. Dans la Convention citoyenne pour le climat, il y a un Tourangeau qui s'est illustré dans les médias, puisque c'était un Tourangeau climato-sceptique et qui a confessé qu'il avait été retourné comme une crêpe et que ça y est, il est sûr que le changement climatique est bien d'origine humaine. Et juste deux choses, donc ça c'était par rapport à la Convention citoyenne, et deux choses par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit le prix Nobel d'économie. Je rappelle juste que Nobel, avant de mourir, il a vachement précisé, il a dit surtout, jamais de prix Nobel d'économie, quoi. Enfin, il a dit physique, chimie, santé, pas de problème. L'économie, c'est une théorie, surtout ne tombez pas dans ce panneau. Et donc, on nous fait croire qu'il y a un prix Nobel. Et dernière remarque, c'est dans le vivant, il y a aussi une règle, un dénominateur commun à toutes les espèces, sauf la nôtre, c'est que toutes les espèces créent les conditions extérieures favorables à leur propre survie. Toutes. Nous, on fait exactement le contraire. Merci. Alors, je veux bien donner la parole à ce monsieur parce qu'il a le micro, mais il faudrait qu'il y ait des micros qui aillent un peu au centre, s'il vous plaît. Le micro va passer. J'avais une question qui avait trait à la sélection naturelle et au sens que vous vouliez donner à l'action humaine. Mais je rebondirais. Enfin, du coup, j'ai une deuxième question qui est apparue par rapport à votre intervention précédente sur la question de la confiance du citoyen au sein du politique. Et c'est une question plutôt personnelle par rapport à votre engagement que je voulais vous poser. C'est dans le cadre de votre investissement politique, vous êtes resté aux affaires pendant un certain nombre de mois, puis vous avez pris la décision, pour plein de bonnes raisons que vous avez évoquées dans la presse, de prendre de la distance. Et moi, j'ai eu l'impression, enfin, je l'ai perçu ainsi, que en dépit des justifications que vous avez pu apporter, votre action a été de nature à distendre le citoyen par rapport à la confiance qu'il pouvait avoir dans le politique. Beaucoup de citoyens voyaient dans votre investissement la question de l'engagement d'une personnalité civile qui n'avait pas fait carrière politicienne et avec un engagement au sens grec du mot politique, de la vie de la cité, et avait beaucoup d'espoir. Donc je voulais que vous puissiez rebondir et redonner un peu comment est-ce que vous avez vécu cela et aujourd'hui comment vous analysez cela à l'aune de la confiance entre le citoyen et le politique. Et ma deuxième question qui était plus biologique finalement, moi je suis biologiste de formation, j'ai fait le CESA après, j'ai très mal tourné, j'ai fini en école de commerce. J'ai beaucoup de mal à assumer et comme un alcoolique anonyme, je prends la parole devant vous aujourd'hui. Au-delà de ça, l'être humain, depuis plusieurs millions d'années de sélection naturelle, a abouti à l'homme du XXIe siècle que nous sommes. Depuis ces millions d'années, on se reproduit, on mange, on se développe, on se reproduit, on meurt. Et inévitablement, on mange notre substrat, façon virus, quelque part. Et je n'ai pas l'impression qu'en dépit du fait que nous soyons dotés d'une intelligence, notre intelligence nous serve à donner du sens. Mon interprétation, c'est que c'est notre sélection naturelle qui aboutit à cela. Néanmoins, j'aimerais savoir, vous, dans votre engagement, si vous pensez, si vous êtes moins déprimé que moi, et si vous pensez que réellement, l'être humain du XXIe siècle et nos enfants, surtout, réussiront à utiliser leur cerveau pour donner du sens. C'est sympa la veille du week-end. C'est l'heure de vérité. Non, mais c'est l'heure de vérité pour l'humanité. Est-ce qu'elle mérite son nom d'Homo sapiens et ce double sens du mot humanité? Allons-nous accomplir notre processus d'humanisation? Et je vous dis, il se trouve qu'on est tous là à ce moment vital. Et c'est pour ça que je vous dis, on a le dernier saut à faire. Je suis incapable de vous répondre, est-ce qu'on va le faire à temps? Et c'est pour moi la dernière phase.
Et c'est la question centrale. On est sur ce chemin de crête, cette bascule qui peut nous faire un saut qualitatif ou au contraire nous emmener dans un chaos général. On le sent bien. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se délite, quelque chose de systémique. Et encore une fois, ce n'est pas une question de moyens. Il faut dire l'argent qui fait beaucoup, mais on en a besoin pour la transition. Mais il suffit d'aller le chercher là où il est. Excusez-moi de vous dire. Mais on ne va pas le chercher là où il est. On aura besoin de sauts technologiques, et je compte sur vous. Mais en l'état, par rapport au changement de paradigme, on en a déjà suffisamment sous le pied pour engager une transition énergétique ou engager la transition du modèle agricole. Donc c'est vrai que notre intelligence, comme je le disais tout à l'heure, elle est mise en demeure, là, de quelque part se réconcilier avec cette notion de sens et de trier et d'utiliser cette intelligence bien au service de la condition humaine et pas simplement pour céder, je dirais, à la faiblesse de notre cerveau. Et quand je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que puisque vous avez une formation dans ce domaine, vous connaissez peut-être le livre d'un neuroscientifique qui s'appelle Sébastien Koller, que je vous invite à lire, qui s'appelle « Le bug humain ». C'est intéressant parce que c'est plus qu'une hypothèse, ce sont des travaux qu'il a réalisés. Alors il explique que le cerveau humain, pendant de nombreuses années, a très peu évolué. Et pardon, je ne fais que répéter ce que j'ai lu, et peut-être d'une manière un petit peu maladroite. Et globalement, le cerveau humain fonctionne avec des stimuli. Et quand vous répondez à ces stimuli, vous avez une petite glande dans le cerveau qui sécrète une molécule qui s'appelle la dopamine, qui est la molécule du plaisir. Alors autrefois, un animal, les premiers Homo sapiens, pardon, ils avaient froid, ils faisaient du feu, paf, petite molécule de dopamine. Ils avaient faim, ils se nourrissaient, petite molécule de dopamine. Ils avaient envie de se reproduire, petite molécule de dopamine. Mais si vous enlevez la glande à des animaux qui sécrètent la dopamine, ils se laissent mourir, ils ne mangent plus. Et donc, l'homme fonctionne comme ça. Sauf que, pendant très longtemps, les sollicitations extérieures étaient assez limitées. C'était la survie. Sauf que maintenant, on a une société qui, tous les matins, à chaque instant, vous sollicite, vous crée des besoins, des désirs que vous n'imaginiez absolument pas la veille et dont vous ne pouvez plus vous passer le lendemain. Et ce désir, en général, d'ailleurs, vous amène immédiatement sur un autre désir. Bon. Donc, quelque part, ça veut dire que nous avons notre obsolescence programmée dans notre cerveau, puisque nous n'avons pas de fonction stop. On ne sait pas dire stop. Il y a des expériences qui ont été faites. Regardez sur Internet le test du chamallow, si vous n'avez jamais vu ça. Vous mettez 3 enfants dans une salle avec une caméra, vous leur dites « tu as un chamallow, là, si tu ne le manges pas pendant un quart d'heure, tu en auras un deuxième tout à l'heure. » Mais il n'y en a pas un qui résiste. Il y en a un qui tient 3 minutes, mais il mange les deux. Donc on ne peut pas se priver d'un plaisir immédiat au profit d'un bénéfice futur. Ça, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Bon. Ce qui est intéressant dans ce livre, heureusement, parce que sinon, il ne faut pas l'acheter, pas Sébastien Koller, Sébastien Boller. Je viens toujours avec mon éminence ici. Parce que c'est qu'il dit qu'il y a effectivement, on peut avoir de la dopamine par ces plaisirs dont on parlait. Au passage, c'est aussi intéressant dans ce livre, parce que ça nous amène au sujet de la démographie tout à l'heure. Je partage ce que dit Maxime. La question de savoir si on est trop nombreux, on peut se la poser, elle n'est pas interdite, elle n'est pas taboue. Elle se posera peut-être un jour. Mais la question, puisqu'on évoquait des pionniers de l'écologie, à commencer par René Dubos, il disait que ce n'est pas l'homme qui pose problème, c'est la masse de choses inutiles qu'il traîne derrière lui. Et on pourrait dire que c'est la masse de choses superflues que nous faisons, que nous consommons. Dans ce livre, on apprend que l'utilisation d'Internet et du numérique va bientôt dépasser en termes d'impact sur le climat les transports aériens. Et pardon, vous savez quelle est la première utilisation d'Internet? Consultation des sites pornographiques, qui bientôt va être aussi impactant que le transport aérien. Alors mesdames, ne rigolez pas, parce que la deuxième consommation, c'est les vidéos de chats. Donc chacun en prend pour son grade. Hein? Bon, ça y est, j'ai foutu la pagaille, là, parce que je suis sûr qu'il y a des hommes qui disent qu'ils voient les vidéos de chats aussi, voilà. Du coup, là, je suis un peu perdu.
Alors, début de la question. Ma démission, elle a provoqué 2 effets. En tout cas, je ne l'avais pas calculé pour ça, hein, mais je me suis même inquiété parce qu'elle aurait pu générer une forme de dépression ou de démission collective. Il y a eu un premier effet quand même que j'ai senti en France et même au-delà. Au contraire, ça a créé une forme de sursaut. C'est-à-dire chacun s'est dit, bon, là, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on s'unisse et il faut qu'on s'y mette. Donc ça a eu cette vertu et ça a levé des tas d'initiatives et même des gens qui étaient un peu à l'extérieur de cet engagement s'y sont mis à tous les niveaux. Je pense aussi, quelque part, ça met pression sur le gouvernement qui a à cœur de démontrer que je n'aurais pas dû démissionner. Bon. Mais en même temps, et là vous avez raison, et ça il faut s'en méfier, et c'est pour ça que je ne tomberai jamais dans le simplisme, dans la polarisation simpliste de dire les politiques n'ont rien compris. Il faut juste comprendre, et j'y travaille actuellement, je fais un livre là-dessus, pour comprendre pourquoi tous les 5 ans, pour ne parler que de notre pays, on cède à une forme d'illusion collective. On a l'impression qu'on a élu Merlin l'Enchanteur. Et 2 ans après, on se crache tous ensemble et on est prêt à le pendre en place publique. Est-ce que c'est parce que nous sommes des électeurs crétins qui élisons des présidents crétins, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus compliqué que ça ? Je caricature un peu, mais c'est très important. C'est important parce qu'on entretient une forme de comédie collectivement. On confie le pouvoir à des gens qui découvrent, chemin faisant, que pour finir, ils n'en ont pas, ou très peu, ou qui s'en sont laissés déposséder. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'on a que ce n'est pas si simple que ça. Je ne suis pas en train d'exonérer les politiques, hein, croyez-moi, parce que personne ne les oblige à être là. Mais en tout cas, s'il y a cette défiance et il n'y a pas cette communication, cette inspiration réciproque entre le politique et les citoyens, je sais qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas dans cette suspicion et cette confrontation. Mais il y a aussi une question de méthode si on veut que ça change. Les changements qu'on doit faire, ce n'est pas des changements à la marge, hein. C'est des gros changements. Un gros changement dans une société démocratique vivace comme la nôtre, ça ne se fait pas d'autorité du jour au lendemain. Si vous voulez fermer les centrales thermiques, vous n'arrivez pas un matin avec un huissier en disant tout le monde dehors et démerdez-vous pour trouver un boulot. Ça se planifie. Et notre société ne sait plus planifier. Et il y a 3 principes si on veut organiser une mutation, au-delà du fait qu'il faut de la démocratie participative et élaborative pour que les citoyens amènent leur raisonnement et leur compréhension. Un principe de prévisibilité. Il faut prévoir un objectif et il faut le constitutionnaliser. Comme ça, s'il y a une alternance, on sait que ça ne change pas. Parce que quand vous avez une contrainte qui est bien établie, la contrainte n'est pas l'ennemi de la créativité, elle en est la condition. Il faut de l'irréversibilité, parce que si les acteurs, que ce soit des citoyens ou des acteurs économiques, pensent que dans une alternance politique, les règles du jeu vont changer, ils ne vont pas investir. Et il faut de la progressivité. La progressivité, ça veut dire qu'il faut identifier les perdants. Et ceux qui sont perdants, il faut faire en sorte qu'ils ne soient jamais les laisser dans une impasse. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis Karl Matthias Swansen, cher UNESCO, Fleurs et Patrimoine, et je donne le cours au développement durable pour tous les débutants de cette école ici. D'abord, je voulais commenter sur le principe de la coopération dans la nature. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Quand les plantes ont inventé la photosynthèse, ils ont anéanti toute la vie, ou presque toute la vie anoxique dans la vie. Et seulement dans nos intestins, il y a des bactériens qui ont survécu cette grande catastrophe naturelle. Donc, c'était plutôt le contrôle qui est exercé par les autres organismes. Donc, dans ce livre-là de Norbert Wiener sur la cybernétique, il a décrit des mécanismes de contrôle. Et notre capacité culturelle qui a surpassé nos capacités intellectuelles actuellement montre cette manque de contrôle. Et cette manque de contrôle, on ne se pose pas nous-mêmes les limites, on ne veut pas se limiter. Et moi, en alternative à cette hypothèse de dopamine, j'ai une autre. Et ça sont deux situations qui se confrontent ici. D'abord, la compréhension de l'être humain, la génération, l'évolution de notre cerveau, ça fait surtout dans des phases critiques de l'espèce humaine, de la population humaine, pendant le changement climatique dramatique
surtout pendant le Pléistocène, quand la population se réduit à quelques douzaines, quelques centaines des êtres. Pendant cette phase, l'être qui était capable de collaborer très très rapidement et surtout réagir à une menace immédiate, une attaque des loups, des ours, etc. La faim, il faut manger quelque chose, il faut collaborer en petites groupes. Ça a contrôlé cette situation, a contrôlé le développement de notre manière comment on prend des décisions. Par contre, dans la nature, dans les écosystèmes, on trouve une certaine stabilité, une fausse stabilité. Quand un écosystème s'approche à sa capacité de soutien, il n'y a pas de Big Bang, il n'y a pas d'alerte. Par exemple, un lac qui commence à eutrophiser, il va eutrophiser, il n'y a plus des algues, et dans une nuit, tous les poissons vont mourir. Ça veut dire que l'écosystème tombe à un niveau d'information ou d'énergie plus bas, d'un instant à l'autre. Donc si je combine les deux choses, d'un côté, un cerveau humain qui est seulement capable de réagir si je le menace immédiatement, d'un côté, et de l'autre côté, une nature des écosystèmes qui annonce leurs problèmes tardivement, seulement quand le fait est déjà fait, que la situation est déjà un fait accompli, ça rend les choses très très compliquées. Donc il faut nous créer un nouveau système d'alerte pour réagir avant que la catastrophe soit arrivée. Mais si je regarde par exemple le développement de la qualité de l'eau, c'était la catastrophe de Sando, 89, quand il y avait 86, pardon, quand il y avait le grand déchet, gaspillage, il y avait beaucoup des pesticides qui sont lancés dans le Rhin. Et ensuite, le Rhin, tous les membres du bassin versant du Rhin se sont mis ensemble. Après Fukushima, certains gouvernements ont arrêté de produire le nucléaire. Donc, apparemment, il nous faut toujours cette force majeure qui nous force à prendre des décisions. Et ma question, qui maintenant, finalement, ensuite, dans vos expériences politiques, quelle possibilité voyez-vous d'intégrer ces alertes précoces dans les prises de décision dans la politique, vu que les politiciens ne peuvent que réagir à satisfaire des besoins des électeurs? D'abord, merci, professeur, d'avoir complété ou même corriger un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Au passage, quand même, dans ce principe de coopération, je pensais notamment quand il y avait une atmosphère primitive à la formation de notre planète, notre atmosphère était chargée de CO2. S'il n'y avait pas eu une profusion d'algues dans les océans, ce sont ces algues qui ont capté le CO2, qui ont produit de l'oxygène et qui a permis aussi... Bon, voilà. Ce que je veux simplement dire, c'est que dans la nature, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas toujours la loi du plus fort non plus qui a opéré, et que, voilà, on est bien d'accord, c'est aussi la coopération. Par rapport à la question que vous posez, normalement, dans une société qui fonctionne bien, chacun doit jouer son rôle, et il y a un pan de la société qu'on appelle la science. Et la science, normalement, a voix au chapitre. Encore faut-il que la science puisse se caractériser dans son travail et dans ses alertes avec une certaine indépendance d'esprit. Je dis ça parce qu'il n'aura échappé à personne qu'il y a eu encore très récemment à l'Académie des sciences des climato-sceptiques. Mais, mis à part ce fait, comment, parce que la question que vous posez, elle est quand même essentielle et je me la pose en permanence. C'est-à-dire, en gros, nous assistons en spectateurs surinformés à la gestation d'une des plus grandes tragédies. Il y a des choses qui nous prennent de court. Si là, pendant qu'on parle, il y a un tremblement de terre, on ne pourra accuser personne. Quand il y a un tsunami, bon, même si peut-être que demain on pourra plus les suivre et les prévoir, mais la catastrophe climatique et ses conséquences, notamment le GIEC, et dont je rappelle que le GIEC n'est que simplement une compilation de centaines et de milliers d'expertises, de travaux pluridisciplinaires de plusieurs pays, avec une prudence presque excessive, nous a alertés,
mais simplement d'ailleurs, quelque part, n'a fait confirmer aussi ce qu'un certain nombre d'experts au milieu du XXe siècle nous avaient annoncé. Mais je comprends que la doute est dû opérer, mais quelque part, il y a effectivement un moment où la science a tranché. Bon. Et puis, si la science, à la limite, ne suffit pas, aujourd'hui, il faut quand même être de mauvaise foi absolue pour ne pas voir que nos repères habituels, la manifestation des événements dans le monde entier, fait qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se briser. Vous avez des incendies dans des zones géographiques qu'on ne soupçonnait même pas. On voit pratiquement à vue d'œil la surface blanche de l'océan Arctique se réduire au profit d'une surface noire qui capte beaucoup plus rapidement l'énergie venue du soleil. On voit la destruction de l'Amazonie par des feux, mais surtout par l'indifférence du nouveau président brésilien. Donc les choses sont maintenant totalement visibles. Alors la question, c'est pourquoi, maintenant que nous le savons, pourquoi la conférence de Paris à laquelle j'ai participé, elle a eu une vertu, elle a eu une faiblesse, c'est qu'elle a noué un accord qui n'était pas contraignant. C'est la raison pour laquelle, au moment de la signature de l'accord, j'étais le seul qui ne faisait pas des bons de joie sur la tribune. Mais elle a eu une vertu, c'est qu'elle a scellé un diagnostic. Il n'y a pas un chef d'État qui est monté à la tribune pour contester le diagnostic et l'objectif. Bon. Donc, à un moment ou à un autre, on partage le diagnostic. Et pourquoi depuis ? À part la prise de conscience, mais la seule chose qui a progressé et rapidement, ce sont les phénomènes eux-mêmes. Jamais on n'a autant émis de gaz à effet de serre. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a peut-être aussi, chez certains, je dirais, chez nos élites, mais n'y voyez aucun mépris, mais un résidu de scientisme et de positivisme. C'est-à-dire de se dire, au fond, la science, la technologie et la finance trouveront une solution. C'est un peu les adeptes de ce qu'on appelle la géo-ingénierie, qui se disent on va trouver une solution. Il y a quelque chose qui va émerger parce qu'on a été habitué à ce couple qui s'est formé dans la modernité, avenir et progrès. Chaque jour nous amenait quelque chose de mieux par rapport à la veille. Il y a le fait qu'effectivement ça remette en cause les fondements d'un modèle économique, mais il y a aussi et surtout le fait que c'est un enjeu universel. Et ça, c'est la première fois que nous sommes confrontés à un enjeu universel, donc ça veut dire que chacun doit faire sa part. Dans un monde où chacun se rejette les responsabilités, puisque vous avez la Chine qui va dire, les États-Unis qui va dire à la Chine, vous êtes le premier émetteur de gaz à effet de serre. La Chine va dire aux États-Unis, oui, mais par habitant, vous émettez 10 fois plus que chaque Chinois. Après, les pays émergents qui, eux, disent, écoutez, vous avez pollué pendant 150 ans, donc laissez-nous faire notre part, et ainsi de suite. Bon. Et puis le fait que chacun se dit, moi, si je fais quelque chose, mais que les autres ne font rien, eh bien, ça ne sert à rien. Puis c'est au niveau individuel, on se dit, franchement, à quoi ça sert que je prenne des gourdes à la place d'une bouteille plastique, parce que franchement, par rapport à la difficulté à laquelle on est confronté, ça ne sert à rien. Donc quand vous additionnez tout ça, ça ne bouge pas. Voilà. Bon. Et puis, il y a le fait aussi, et j'en termine, et après je répondrai aussi comment on peut peut-être à un moment ou à un autre quand même adapter nos institutions à ces enjeux du long terme. Moi, je pense que nous devrions avoir, à l'échelle mondiale, ça viendra, mais à mon avis trop tard, une institution qui est en charge les biens communs de l'humanité. Voilà. Qui soit supranationale. Les biens communs, pour moi, ce sont les forêts, les océans, la biodiversité, les équilibres climatiques. Voilà. Puis après, il y a la question, et on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour changer de paradigme, il faut, pour la période de transition, il faut de lourds investissements. Et là, c'est là qu'on entretient dans nos pays une espèce de mystification complaisante. On parle, ce matin en écoutant la radio, je ne sais plus, on a encore sorti 500 millions là, 1 milliard là, etc. Puis on passe tout le temps à dire qu'on n'a pas d'argent. La réalité, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent en l'état. Et vous le savez, nos pays, la première dépense de nos pays, c'est les remboursements des intérêts de la dette. Si on veut engager une transition agricole, il faut aider les agriculteurs conventionnels à se convertir et à se désendetter. Si on veut faire diviser par 2 notre consommation énergétique, il faut un plan Marshall de rénovation des bâtiments. Donc il faut beaucoup d'argent. On n'en a pas parce que
on a laissé un pan entier de l'économie, et notamment de la finance, s'organiser parallèlement aux États, en toute légalité, mais en toute immoralité. Voilà. Et tant qu'on s'accommodera de ça, eh bien, on sera dans un mensonge collectif, parce qu'on sera dans l'économie dans un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, si demain on va donner au personnel hospitalier pour les urgences, cherchez bien, on va forcément en priver un autre secteur de la politique publique. Donc il faudrait, au moins au niveau européen, qu'on ait une fiscalité commune, qu'on mette fin à l'optimisation fiscale et qu'on éradique dans le territoire européen les paradis fiscaux. Pardon de vous le dire, mais ça me paraît être essentiel, sinon on va toujours chercher l'argent là où c'est le plus facile. Classe moyenne, petite et moyenne entreprise. Voilà. Mais les grandes structures, je dis ça sans aucune animosité, mais qui ont pignon sur rue et qui se sont organisées dans ce système d'optimisation fiscale, alors ils l'ont fait parce qu'on leur a laissé de l'espace. Donc il y a aussi une forme de culpabilité. S'il y avait une fiscalité synchronisée en Europe, on n'irait pas pour les GAFA s'abriter en Irlande. Puis dernière chose, si nous sommes vraiment dans un état d'urgence climatique, si les mots ont un sens, c'est pour ça que tout à l'heure je suis revenu à la phrase de Camus, les choses mal nommées ajoutent au malheur du monde. Si vraiment c'est le cas, si comme c'est dit dans les discours, se joue l'habitabilité de la Terre, se joue l'avenir de nos enfants, ce que je crois au fond de moi-même, je ne dis pas que le monde va disparaître au XXIe siècle, mais le monde tel qu'on le connaît, je pense qu'on va sortir de notre zone de confort. On peut peut-être être un peu disruptif. Quand en 2008, il y a eu la crise financière, est-ce que vous avez entendu le moindre état d'âme pour sortir de l'intégrisme économique? On a fait tourner la planche à billets. Ça a posé de problème à personne. Pour sauver l'humanité, on n'y pense même pas. Merci. Pardon ? Il y a une dame ici. Je ne sais pas où sont les micros. Pardon. Non. Bon, je respecte Bon, le président. allez-y. Pardon ? Allez-y pour une question courte, s'il vous plaît. Je vais essayer. Alors, merci pour à tous deux pour votre présentation à la fois des enjeux et des obstacles à ce changement de paradigme dont nous parlons depuis maintenant un bon moment. Et quand on vous écoute, on se dit, mais le défi d'une ampleur telle qu'on va tomber comme notre ami dans la dépression. Alors non, moi je ne crois pas. Et je voudrais ramener une petite note d'optimisme, mais vous avez déjà commencé à le faire vous-même. Ramener une petite note d'optimisme, j'évoquerai une petite note d'optimisme quant à l'évolution des consciences. Parce que je pense que, effectivement, nous sommes dans un moment de tension très forte, mais j'ai en même temps le sentiment que les choses avancent et qu'il y a une réelle évolution des consciences. Une petite anecdote, vraiment très, très minime, mais qui, pour moi, fait sens. Je suis président de la section prospective du Conseil économique et social et environnemental de la région Centre-Val de Loire. Et à ce titre, j'ai été amené à participer à un travail d'autosaisine sur l'économie circulaire en région Centre-Val de Loire. Et nous avons produit, comme c'est l'usage, un rapport sur les perspectives de développement de l'économie circulaire en région Centre-Val de Loire avec un certain nombre de préconisations adressées aux élus. Et où nous inscrivons dans une vision de rupture avec le modèle économique dominant. Et nous avons présenté ça en session plénière du Césaire, devant un certain nombre d'élus du Conseil régional, et un élu dont je tairai le nom, un élu nous a dit, en guise de commentaire, « Ce que vous avez fait, c'est formidable, ce rapport, il est très intéressant, c'est très très bien, mais vous comprenez, moi je m'occupe que de la vraie économie. » Je cite mot à mot. Moi, je ne m'occupe que de la vraie économie. Sous-entendu, je vous laisse faire sous-entendu. Et puis, nous sommes 4 ans plus tard. Et 4 ans plus tard, je vois que dans le SRADET en cours d'élaboration, schéma régional d'aménagement et développement durable et à l'égalité des territoires, et qui va être adopté définitivement très bientôt, eh bien, l'économie circulaire est reconnue comme une priorité pour le développement de la région. Alors, pas surestimer l'importance de ce fait, mais moi je vois quand même un mouvement qui s'est opéré dans les consciences en 4 ans, et je trouve ça quand même très intéressant. Non mais...
vous avez 100 fois raison sur le fait qu'il faudrait être d'une mauvaise foi absolue, non seulement pour ne pas acter que la prise de conscience est partagée et globalement les quelques derniers irréductibles qui doutent de cette réalité, il faut très sincèrement les ignorer. La prise de conscience est une étape normalement préalable à l'action, et de dire qu'il ne s'est rien passé aussi en matière d'action serait tout aussi malhonnête. À l'échelle locale, des territoires, des régions et parfois même des États. Même moi, dans mon bref passage au gouvernement, j'ai pris un certain nombre d'engagements qui peuvent être assez structurants. Mais la seule question qui vaille par rapport aux enjeux écologiques, c'est est-ce que nous en faisons suffisamment et suffisamment vite pour nous épargner du moment un peu fatidique. C'est la seule question. Et c'est vrai que malheureusement, la traduction en action de la prise de conscience qui est indéniable va beaucoup moins vite que le développement des phénomènes. C'est ça la difficulté. Si nous avions un peu plus de temps, si on n'avait pas perdu du temps en altermoiement, en hésitation, en doute, et c'est pour ça que j'en veux beaucoup aux climato-sceptiques, ceux non pas qu'ils le faisaient par honnêteté intellectuelle, qu'ils le faisaient simplement parce que semer le doute a retardé évidemment la prise de conscience. Mais on est dans une course contre la montre. Mais oui, les choses sont en train de changer. Il y a des forces de rappel magnifiques, il y a des résistances qui sont en train de se mettre en place. Là où vous avez raison, il faut garder évidemment foi. D'ailleurs, très sincèrement, si j'avais perdu tout espoir, oui, de temps en temps, garder l'espoir est un acte de bravoure. Mais en même temps, qui sommes-nous pour dire que tout est foutu ? Je veux dire, quelqu'un disait, dans une forêt, on entend l'arbre qui tombe et pas les milliers d'arbres qui poussent. Il y a des milliers d'arbres qui poussent, ça c'est très net. Et il y a une chose, en tout cas, qu'il faut garder à l'esprit, quand parfois on a tous des moments de colère, on se dit, ben écoute, moi j'avais un camarade, un jour, il a fait il a fait un bouquin, le titre c'était « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Bon. Hein ? Et après, il a fait sortie de secours. Mais bon, quand vous en êtes là, effectivement, c'est un peu embêtant parce que là, du coup, il va falloir vraiment faire tourner la machine à psychotrope. Hein. Bon. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit pour être objectif. Souvent, oui, on a tentation désespérée de l'humanité de se dire, mais vraiment, ils n'ont que ce qu'ils méritent. En réalité, on a une fausse vision. Moi, je pense qu'il y a deux humanités. Il y a une humanité très visible, tonitruante, celle qui accapare les biens communs, cupide, sans scrupule, avec une force de nuisance, un pouvoir de nuisance très important. Mais sous les radars, il y a une autre humanité, beaucoup plus discrète, mais qui, elle, travaille pour le bien commun. Et c'est pour celle-là qu'on doit... Et elle est majoritaire. Elle ne cherche pas de reconnaissance, elle n'est pas dans la lumière, elle n'est pas tonitruante, mais elle existe. Et si on doute un jour... Il ne faut pas basculer dans cette tentation de la misanthropie. Non, il y a aussi une très très belle humanité. Mais évidemment, c'est quand on n'a pas de scrupules, quand on est cynique, c'est plus facile de faire du mal que de faire du bien. Madame. Ah. Voilà, merci. Oui. Bonjour, merci beaucoup de ces paroles. Merci Maxime de Rostolan, merci Nicolas Hulot. On est ravis que vous soyez là. Je suis une ancienne du CESA, effectivement éduquée à l'école systémique, écosystémique et à l'écologie. Il y a quelque chose aujourd'hui que je n'arrive plus très bien à attraper. J'ai créé une structure qui associe le monde de la culture au monde de l'urbanisme et de l'aménagement, donc qui met le culturel aussi dans le grand mouvement aussi pour changer les représentations, pour tenter de changer les représentations sur des sujets complexes, techniques, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais vous entendre sur une dimension politique qui est comment faire en sorte que le système capitaliste qui attrape tout très rapidement, qui le broie, qui le malaxe et qui le rejette et qui avance à vitesse folle, peut être aujourd'hui freiné ou en tout cas trouver une alternative par l'écologie. Et je m'explique comment le mouvement du bio aujourd'hui qui se fait rattraper effectivement par le système libéral, comment le mouvement d'échange d'appartements, de covoiturage qui se fait rattraper par la l'ubérisation,
comment le mouvement de l'urbanisme transitoire, qui aujourd'hui fait le bonheur des promoteurs alors qu'il était censé faire le bonheur des populations, etc. Et comment ce mouvement libéral qui va ultra rapidement, comment vos initiatives que vous êtes en train de mettre en place demain ne vont pas renforcer le système libéral et capitaliste. Enfin, on cherche tous à notre échelle ces solutions, comment ne pas produire et faire plus de mal qu'on en a déjà fait. Et donc on attend aussi un message qui est de nature politique et qui nous aide à porter plus loin le regard, qui serait celui de l'écologie, qu'on pourrait les uns les autres attraper, contribuer à fabriquer ce demain. Et pour rejoindre l'hypothèse de Maxime de Rostolan, l'hypothèse Coluche, on en veut bien. Pour mon programme politique, je vous passe Maxime. Non, mais la question, elle est centrale. Hein. Si c'est simplement un changement de couleur de la croissance qu'on est en train d'opérer, c'est-à-dire de passer d'une croissance grise à une croissance verte, ce qui serait une tentation, on ne fait que décaler ou déplacer les difficultés. D'abord, il faut, je pense, à un moment ou à un autre, s'extraire de postures dogmatiques ou idéologiques. L'impératif écologique, il n'y aura pas un protocole de gauche ou un protocole de droite. Il nous impose, la réalité nous impose de nous fixer des limites. C'est probablement ce qui fait, je dirais, le charme et la faiblesse de l'humanité, c'est que nous sommes inaptes aux limites. Ça fait le charme parce que si on s'affranchissait des limites, on ne serait pas allé sur la Lune et on ne serait pas allé voir ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Bon. Mais c'est ce qui fait sa faiblesse, c'est que ne pas se fixer de limites, c'est exactement le petit dénominateur commun qui a conduit à la disparition de la plupart des grandes civilisations. Donc il faut qu'on se fixe des limites. Et il y a une limite qui nous est imposée par notre propre substrat, c'est-à-dire la finitude de nos ressources et la finitude de notre planète. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin pour dire que l'ultralibéralisme est incompatible avec ce siècle. Ça n'a pas besoin d'en faire une valeur de gauche ou une valeur de je ne sais quoi. C'est une réalité. Donc qu'on le veuille ou pas, il faut des normes, il faut de la réglementation. Il faut se fixer un certain nombre de limites dans tout. Il faut des limites dans les répartitions salariales. Je pense que certains proposent un facteur de 1 à 40, d'autres de 1 à 20. Aujourd'hui, on est de 1 à 180. Voilà, il va falloir des limites. Mais ça, il faut les édicter ensemble. C'est une question, enfin, pardon, je vais faire une petite diversion un peu intellectuelle, mais on a tous eu des mentors dans la vie, et nous sommes tous épris de liberté. Les jeunes, tous, on n'a que ce mot à la bouche, d'ailleurs, il est au fronton de notre République. Sauf qu'on a une vision tronquée de ce qu'est la liberté. Un de mes mentors, Dominique Bourg, me rappelait qu'étymologiquement, la liberté, ça n'est pas l'absence de règles. La liberté, étymologiquement, c'est la règle commune que l'on se fixe à soi-même. Voilà. Il faut qu'on se fixe des règles communes. Et donc ça, c'est de la politique, se fixer des règles communes. Mais il y a des outils pour ça. Et il faut comprendre qu'on va rentrer dans un monde, mais pour ça, encore une fois, il faut qu'il y ait un dialogue, une pédagogie avec les citoyens, et qu'on sorte justement de cette confrontation idéologique qui empêche de comprendre l'essentiel. Comprendre que on va rentrer dans une croissance et une décroissance sélective. Il y a des choses auxquelles il va falloir mettre fin. Et il y a des choses qu'il va falloir développer. Mais que tout ne sera pas possible et qu'il va falloir se fixer des limites. Serons-nous moins heureux à nous fixer des limites? Mais surtout, pour sortir de ce modèle basé sur une compétitivité, une productivité toujours croissante, il faut aussi avoir une vision économique macro. Un peu ce que disait tout à l'heure Maxime. On a un modèle économique souvent en trompe-l'œil, parce qu'on met de côté tout ce qu'on appelle des externalités négatives. Mais surtout, comme l'a fait notamment la Banque mondiale, quand elle regarde ce qui va arriver dans le coût des catastrophes, entre guillemets, dites naturelles, aucune démocratie, aucun modèle économique, ce n'est pas encore une fois une officine ou des écologistes qui l'ont dit, ne pourra y résister. Donc il faut simplement expliquer collectivement que le modèle dominant n'a pas d'issue. Il est en train, on le sent, il est en train de s'effondrer.
Et à partir de là, il faut additionner les intelligences. On doit travailler évidemment sur l'économie circulaire. C'est excessivement important. On doit travailler sur un nouveau modèle de fiscalité. On doit travailler sur un nouveau modèle agricole. Mais il faut surtout voir les choses en grand. Si vous voulez emmener la société, les gens sentent bien s'il y a une vision, s'il y a une ambition. Moi, je dis qu'il faut frapper fort. L'agroécologie, il faut se fixer comme objectif que ça devienne pratiquement la norme. Les énergies renouvelables, ça doit devenir la norme. L'économie sociale et solidaire, mais ça ne doit pas être une niche, ça doit devenir la norme. Elle aurait toujours dû rester sociale et solidaire. Voilà. Et donc, pour entraîner, et c'est pour ça qu'il faut une complicité, une adhésion des citoyens, mais pour avoir cette adhésion, encore une fois, il faut avoir ce dialogue. Et ce dialogue permanent, je ne veux pas sacraliser ma chambre du futur, mais elle doit avoir lieu dans la chambre du futur. Bonjour, je vais être très rapide. En fait, je suis militant d'Extinction Rebellion, donc je fais partie de ceux qui se sont fait gazer sur le pont de Sully au mois de juin dernier. Donc la non-violence, j'y crois vraiment. La question, c'est ce que tu disais avant, Maxime, c'est que le gouvernement, tant qu'il n'y a pas de violence, on regarde un peu ailleurs et on met ça sous le tapis. Du coup, la question que je pose, c'est celle à l'ancien ministre d'État. Est-ce que vous pensez, vous qui avez côtoyé ces personnes-là, qu'on pourrait arriver uniquement avec de la non-violence, à faire un changement de paradigme dont on parle depuis tout à l'heure? Je l'espère profondément, mais je comprends que vous puissiez en douter. Je l'ai dit l'autre jour, quand on n'est jamais écouté, quand l'histoire vous donne raison, c'est une forme de violence. Quand on répète les mêmes choses depuis des années, je comprends, moi, je suis, pour plein de raisons, et on pourrait en débattre, j'essaie d'être pacifiste, j'essaie de respecter la loi, puisque dans le même temps, j'attaque l'État avec l'affaire du siècle parce qu'il ne respecte pas la loi. Bon, mais encore une fois, chacun ses modalités. Mais pardon pour les autistes, parce que franchement, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas de l'autisme, c'est de la surdité, c'est de l'entêtement. Quand l'histoire donne raison, il y a un moment ou un autre, c'est violent de faire semblant d'écouter et en réalité de ne pas traduire ça. Il n'y a rien de plus violent que de se dire on avait raison, les écologistes, pas moi, mais René Dumont, René Dubos, dont on se moquait à l'époque. Et les écologistes politiques, peu importe la manière dont ils ont porté ça, mais reconnaissons au moins que si on les avait écoutés plus tôt, on n'en serait pas là. Donc moi, je mets simplement en garde, parce que je connais la nature humaine, et je sais comment ça peut s'enflammer. C'est pour ça que même à la fois, je suis très mal à l'aise, parce que tout se combine actuellement. On voit bien qu'on danse sur un volcan. Et il faut faire très attention, parce que la violence est contagieuse. Et reconnaissons que ça ne mène pas à grand-chose, et que souvent, les gens qui en subissent les conséquences, ce n'est pas forcément ceux qui en seraient les plus... Enfin, qui le mériteraient, si tant est que quelqu'un mérite la violence. Donc mais j'entends bien quand vous dites qu'on prend en compte les manifestations dès lors qu'il y a des dégâts. Moi, je dis là, par exemple, quand certains se moquent de Greta Thunberg, mais là, je peux vous dire que ça me met en colère, parce que d'abord, on se moque d'une autiste, au passage, parce que la personne, le petit, là, ancien président, comment il s'appelait, Sarkozy, qui s'est moqué de Greta Thunberg, de son sourire. C'est quelque part de se moquer de son handicap, mais c'est surtout de faire un bras d'honneur aux jeunes en leur disant « on s'en fout, on vous a volé votre avenir, démerdez-vous ». Ça, c'est violent. Et donc, ce que je veux dire, c'est que profitez de ce moment. Victor Hugo, il disait « le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable ». Eh bien, moi, je dis aux hommes politiques, profitez de ce moment où on peut encore la faire à l'amiable, la révolution. Oui, et je pense que je suis d'accord avec Nicolas. En bas, madame. C'est la dernière ou l'avant-dernière. Il y avait les deux, on va prendre les deux, madame et monsieur après. Bonjour. Alors moi, j'ai la chance d'intervenir et toutes les semaines de faire des débats en anglais avec les étudiants en Master 1 et 2 d'écologie comportementale, évolution et biodiversité à la fac de sciences de Tours.
Et donc toutes les semaines, on a des débats sur différentes thématiques. Aujourd'hui, ça a été les frelons asiatiques, les espèces qui peuvent disparaître. Aujourd'hui, c'était aussi l'extinction, les différentes phases d'extinction que notre planète a connues. Et au fil des semaines, c'est vrai qu'on sombre un peu dans le pessimisme, malheureusement. Et on en est venu à 3 possibilités d'évolution pour notre espèce. Donc il y a eu d'abord le fait qu'on était une espèce invasive qui allait de toute façon tout bouffer puis finir par mourir, mais tout naturellement. Ensuite, qu'on allait devoir faire à côté du système, comme on en a parlé tout à l'heure un petit peu, puisque le système capitaliste ne remplit pas ses missions, et bien faire à côté, donc avec effectivement des méthodes de permaculture, ne pas rentrer dans ce système économique. Malheureusement, cette semaine, on a beaucoup de pubs autour de nous pour tout ce qui est le Black Friday, et on voit que les gens sont très friands de ce type maintenant de festivités. Et puis la troisième, c'était peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, essayer de faire en sorte que les citoyens s'engagent un petit peu plus politiquement pour essayer de créer du lien vraiment entre les citoyens, les décisionnaires, et vraiment créer des charnières entre les deux. Et comme je leur ai dit que j'allais vous voir cet après-midi, j'aimerais rentrer la semaine prochaine et leur proposer une solution pour être un petit peu plus optimiste. Donc qu'est-ce que vous auriez peut-être à leur dire directement, parce qu'eux, ils vont commencer sur le terrain, là, ils font des stages, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Et j'aimerais bien qu'ils puissent finir avec leur diplôme en se disant qu'ils ont encore une raison d'être. Écoutez, en fait, ça aurait été bien qu'on puisse les rencontrer. Donc, on va essayer de trouver une autre occasion. Non, mais d'abord, vous les saluez de notre part. Vous leur dites surtout lâchez jamais prise. Voilà, continuez, désespérez jamais, et aidez-nous à inventer le monde de demain. C'est comme les futurs ingénieurs qui vont travailler sur l'aménagement du territoire. Essayez de travailler pour ménager le territoire. Non, moi, juste, il y a un sujet, c'est vraiment les arbres, je pense. Il y a des agriculteurs, il y a 6 millions d'hectares en France qui sont convertibles à l'agroforesterie. Ça fait 240 millions d'arbres, avec 40 arbres à l'hectare, ça va, à planter. Et on a besoin de plein de gens, et c'est un gros chantier collectif. On se rendez-vous au bar après pour en discuter, si vous voulez. Merci. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire ça au bar, La toute dernière question, monsieur. Alors, moi, en fait, je voulais apporter deux éléments. Le premier, c'est vrai, on discute, on se dit on va faire bientôt des choses avec les territoires. Vous parlez du plan national, international, ça c'est bien. Mais en fait, j'ai entendu aujourd'hui qu'on est 3000 anciens CESA à agir sur les territoires. Alors évidemment, on n'a pas de pouvoir, on n'est pas élu pour la plupart. Mais on a le pouvoir de proposer, on a le pouvoir de faire bouger les lignes. On parle d'économie circulaire, on parle de prise de conscience. C'est vrai que quand je vois encore des bouteilles d'eau à la tribune, c'est un petit peu difficile. Mais en fait, la prise de conscience, elle se fait partout. Elle se fait dans le parc des voitures, des collectivités locales. Elle se fait partout, partout, partout. Et quand j'en parle autour de moi, même auprès d'anciens CESA, on est tous pris dans nos priorités du quotidien, d'être dans le millefeuille administratif, de faire les choses dans les délais financiers, dans les délais de concertation, etc. etc. Mais on n'est pas toujours dans le cœur du sujet, c'est ce qu'on disait ce matin. Et je pense que si chacun, dans nos collectivités, dans nos structures, on se bougeait et on proposait et on reproposait des choses, il y a des municipales bientôt, les intercommunalités vont bouger, c'est à chacun, c'est à chaque service de bouger. Et j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là. Et un témoignage, j'habite à Narbonne depuis 15 ans. Narbonne, du temps des Romains, on avait un grand port en fait, qui était ouvert à la mer parce que le niveau de la mer a bougé entre-temps. Ce qu'on voit juste en accélération, nous, depuis quelques années, c'est qu'on avait une séquence d'inondation tous les 10 ans, tous les 20 ans. Chaque année, c'est plusieurs fois par an. Cette année, quand on a quitté les colonnes de Canadair en septembre, qui sont intervenues pendant 3 semaines sur le territoire autour de l'Hérault et de l'Aude,
2 week-ends après, on est en alerte inondation. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour agir plus vite, tous ensemble ? Non, je pense que ça se passe de commentaires. Là où vous êtes, évidemment, il y a des donneurs d'ordre. Mais ça n'empêche pas, là où on est, chacun, dans son quotidien, d'avoir toujours un moment de conscience et de regarder si on a des choix, si on a des alternatives. Dans l'aménagement du territoire, vous avez une responsabilité immense dans ce grand fléau, par exemple, en France, de l'artificialisation des sols. C'est un sujet central. Pour moi, c'est une vraie tragédie de voir cette espèce de gourmandise avec laquelle on détruit des terres agricoles qui, au-delà de nous nourrir demain, pourraient utilement stocker du CO2. Vous avez les ingénieurs, évidemment, une grande latitude et faculté et responsabilité pour nous aider à réduire la consommation énergétique. Vous avez une grande capacité aussi à vous inscrire justement dans cette nouvelle économie qu'on appelle l'économie circulaire, où demain, à terme, y compris dans le bâti, les déchets deviendront de nouveau des matières premières. Vous avez une grande latitude, et même je trouve que c'est passionnant, pour faire rentrer, comme le disait le poète, la campagne dans les villes. Donc les paramètres sont nouveaux, mais sortez des schémas classiques des ingénieurs d'hier, je ne leur reproche pas, mais les contraintes et les paramètres d'aujourd'hui. Donc chacun là où on est, encore une fois, justement, si on ne cède pas simplement à l'habitude, à la routine, et ne cédez pas à cette formule que j'ai passé mon temps à entendre quand j'étais au gouvernement. Comment voulez-vous qu'on fasse autrement ? Merci. En tout cas, merci beaucoup. On a passé une super après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Non.